Bonjour à toutes et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, de lifestyle, toutes les petites thématiques qui tournent autour de ce mode de vie. Aujourd'hui, on va discuter balance. On va discuter balance-mesure. J'ai fait un réel, donc c'est un TikTok sur Instagram, il y a quelques jours, une semaine, où en fait je rigolais un petit peu du fait qu'on arrive sur la balance le matin et qu'on soit parfois choqué et déçu de ce qu'on voit dessus. Et j'ai reçu pas mal de commentaires sur ce réel ou de messages en privé de personnes qui n'avaient pas forcément compris ou qui avaient une mauvaise appréhension de ce qui pouvait se passer sur la balance ou une mauvaise compréhension de la balance. Je vous ai donc posé tout simplement une boîte à questions en story sur Instagram pour savoir quels étaient les petits éléments d'incompréhension, les choses qui pouvaient poser problème avec la balance, et je suis tombé sur beaucoup de réponses. Assez étonnant parce que je me disais qu'aujourd'hui c'était un sujet qui avait été assez traité, mais visiblement, pas forcément. Et il y a beaucoup d'incompréhension ou de mauvaise conception des choses sur la balance. Ça, c'est d'autres points, et on va y revenir aujourd'hui sur l'épisode du jour. Est-ce que tu as, toi auditeur, est-ce que tu as une bonne compréhension de ta balance? Est-ce que tu comprends bien les choses qui se passent dessus? Et souvent, le fait de ne pas très bien comprendre ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on essaye de faire, ou ce qu'on observe sur nous-mêmes, ça peut nous mener à de la frustration, et tout simplement au fait d'être mal à l'aise avec quelque chose. Comme par exemple, mal comprendre le fonctionnement des calories et des macronutriments, et être mal à l'aise avec le comptage. Ou alors, encore une fois ici, être en incompréhension avec les phénomènes liés à la balance ou aux mesures, et du coup ne pas savoir bien évaluer son évolution physique. Parce que, en fond, c'est ce qui est sous-entendu sur ce sujet. C'est savoir comprendre ses objectifs et comprendre son évolution physique. Alors, je m'arrête tout de suite et je fais un petit warning de départ. Si aujourd'hui ton évolution physique n'a pas spécialement d'intérêt pour toi, cet épisode ne va pas vraiment t'intéresser. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va discuter de ce rapport à l'objectif, des mesures de poids, d'accord ? On va parler de mesures de poids en rapport avec tels objectifs, et on va parler un petit peu d'autres mesures aussi à côté, d'accord ? Donc, quelles sont les choses à regarder et à savoir sur chaque type de mesure, mais notamment le poids dont on va largement parler au départ. Donc si maintenant tu es quelqu'un qui n'a pas spécialement d'objectifs en tête, et qui s'en fiche un petit peu de ses objectifs physiques ou sportifs, ne reste pas sur le podcast du jour, ça va pas spécialement te plaire, je préfère te prévenir. Par contre, si effectivement toi, c'est des choses qui t'intéressent et qui sont importantes pour toi, reste bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc d'abord, comprendre son objectif, c'est ce qui vous permet de savoir évaluer vos tendances. Maintenant, quels sont les objectifs? Vous pouvez être en déficit calorique, en maintien ou en surplus calorique. Donc, c'est soit vous consommez moins de calories que nécessaire, soit plus de calories que nécessaire, grosso modo, ou alors que vous essayez à peu près de rester sur une moyenne. Maintenant, tous ces objectifs caloriques ont et impliquent des tendances qui doivent être présentes sur vos mesures, sur votre poids. Idéalement, un déficit calorique, on cherche à perdre du gras ou du poids. Perdre du poids, perdre du gras, c'est différent, je le rappelle, quand on perd du poids, on peut tout aussi bien perdre du muscle que du gras. Mais généralement, ce qu'on recherche, c'est perdre du gras et pas du muscle. Enfin, normalement. Quand on est en maintien, ce qu'on cherche, c'est à peu près à garder soit le même poids de corps, soit garder le même taux de masse grasse. Et ensuite, pour une personne qui est en surplus, elle va chercher, potentiellement, à prendre du muscle, ou prendre du poids si cette personne a besoin de gras et de muscles. Exemple, anorexie. Maintenant, dans chacun de ces objectifs, on s'attend à des évolutions. Quand on est en déficit calorique, on s'attend à ce que son poids descende. Quand on est en maintien, on s'attend à ce que il reste le même. Quand on est en surplus calorique, on s'attend à ce que son poids augmente. Et oui, on peut pas prendre du muscle en prenant de l'air. Donc, maintenant, est-ce que perdre du poids, c'est forcément perdre du gras? Ça, c'est quand même une question assez importante d'abord pour cadrer le sujet. Eh bien non, il est tout à fait possible de perdre du gras sans perdre de poids sur la balance, d'accord? Je m'explique. Sur la balance, d'accord? Je m'explique. Vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où vous allez effectivement perdre du gras, mais ne pas perdre de poids. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre poids reste à peu près le même,
il peut peut-être un petit peu descendre, mais vous avez perdu beaucoup plus de gras pendant ce temps-là. Et à l'inverse, il peut être très, très fortement possible de perdre beaucoup de poids, mais ne pas perdre beaucoup de gras. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? En somme, si votre déficit calorique est efficace, vous devriez perdre du gras au rapport avec vos objectifs, d'accord? Donc il y a quand même une grande question derrière, c'est est-ce que vous avez un entraînement de renforcement musculaire? Est-ce que vous faites de la musculation, du crossfit, du power? Une activité de ce type qui va vous amener à renforcer vos muscles et les travailler en conséquence. Est-ce que déjà ça c'est dans votre thématique? Si oui, normalement vous ce qui vous intéresse c'est la perte de graisse. Et la perte de poids en soi, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui va vous intéresser dans cet objectif-là, mais qui n'est pas l'élément central. L'élément central, ça va être surtout la perte de graisse dans ce type de sport, d'activité-là. D'accord? On est quand même sur Next Physique, donc il faut bien que je vous parle de ça. Mais tout ça, ça se base sur vos objectifs et votre mode de vie. Les entraînements qui sont liés à tout ça. La nutrition et le lifestyle qui doit être adapté. Vous pouvez très bien, donc, maintenir un poids à peu près le même, et perdre du gras à côté. Mais vous pouvez aussi très bien prendre du muscle et perdre du gras. Ça, c'est aussi tout à fait possible. C'est quelque chose que on a l'habitude de montrer avec l'équipe de MFT, donc avec Maxime ou Vince, et régulièrement, sur les transformations physiques qu'on peut avoir en coaching, on vous montre que la perte de poids, elle est soit pas là, soit très faible, mais par contre, la perte de graisse, elle était beaucoup plus importante. C'est quelque chose qui justement est à rechercher. Normalement, en déficit calorique, donc en consommant moins de calories que nécessaire, si vous n'êtes pas quelqu'un de très avancé, donc vraiment de très avancé en musculation, chose que aucun de nous trois ne l'est, hein, même si perso je suis pas très loin, on est censé continuer de progresser, d'accord? On est censé continuer de prendre du muscle. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le programme n'est pas adapté, ou qu'il n'y a pas de programme, ou choix numéro 3, que vous êtes en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi, du coup, je précise, ça peut être typiquement la situation où vous perdez beaucoup de poids et peu de gras. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Si vous perdez beaucoup de poids et peu de gras, ça veut dire que vous êtes aussi en train de perdre du muscle. Et là, ça, c'est pas top, parce que le résultat final, il va pas vous plaire. En général, il va pas vous plaire tout simplement parce que quand vous allez perdre du muscle, autant que du gras, voire plus que du gras, vous allez vous retrouver avec un métabolisme tout petit, tout claqué, et au résultat final, vous allez être insatisfait de la shape que vous allez afficher au bout de la perte de graisse. Vous allez vous dire, putain, mais en fait, je suis tout plat et j'ai pas de muscle. Je vous donne un exemple. Actuellement, je suis en mini-cut, donc je suis en déficit calorique agressif, j'y passe 7 semaines, donc là, je suis à plus de la moitié. Je termine le 9 juin, retour en salle de sport. Et mon but actuel, c'est un déficit calorique. Hein. Je suis en train d'essayer de perdre du gras rapidement. Et pour vous donner les chiffres, aujourd'hui, au bout de presque 4 semaines, j'ai perdu que 600 grammes. 600 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai même pas perdu 1 kilo au bout de 4 semaines. Par contre, j'ai progressé sur chacun des exercices qui sont dans ma programmation, que ça soit du bas en haut du corps. Et mes mesures, mes centimètres, que je peux mesurer avec un centimètre couture, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, ce qui coûte 2-3 euros chez Leclerc et compagnie, eh bien, là-dessus, j'ai perdu déjà 1 cm de taille, j'ai perdu 3 cm de hanche fessier, et j'ai perdu 3 cm de cuisse. Zone de stockage principale chez moi. On reviendra sur le stockage après. Mais pour vous montrer que, ici, j'ai pas perdu beaucoup de poids. Par contre, j'ai perdu beaucoup de mesures. Sur les zones de stockage graisseux, j'ai perdu beaucoup de centimètres. Le travail n'est pas fini, on reviendra là-dessus quand ça sera fait. Il reste encore un petit peu de chemin. Il reste 3 semaines. 19 jours. Mais voilà, c'était pour vous donner l'exemple qu'on peut très bien avoir une bonne perte de graisse et une perte de poids qui correspond en fait au final. Qui correspond ou qui est réduite, tout simplement parce qu'à côté on a eu beaucoup de prise de muscle. Et c'est assez récurrent que lorsque l'on prend quelqu'un en coaching qui débute, il fasse une recomposition corporelle et il se retrouve à perdre peut-être 1 kg maximum, mais par contre avoir perdu 5-10 cm de taille ou d'autres zones de centimètres où la personne elle a beaucoup de stockage graisseux. C'est régulier, ça arrive souvent tout simplement parce que c'est des personnes qui vont se recomposer, qui vont construire tellement de muscles au départ grâce à un programme adapté
qu'à côté, elles vont aussi développer leur masse musculaire, et ce qui pèse du poids. Comme je l'ai dit au début du podcast, le muscle, ce n'est pas de l'air, ça pèse, et si vous voulez prendre du muscle, logiquement, votre poids doit soit se maintenir et votre masse graisseuse descendre, ou alors votre poids doit monter, d'accord? Si vous êtes toujours au même taux de masse grasse, mais que vous voulez plus de muscle, eh ben, il faudrait plus lourd sur la balance. Sinon, c'est que vous prenez de l'air, et ça n'existe pas. La situation catastrophique, et qu'on va essayer d'éviter, c'est quand même de que vous perdiez du poids sans perdre de gras. Si on perd du poids et qu'on perd pas de gras, on va être quand même assez insatisfait de la situation. Ça peut arriver si la situation n'est pas contrôlée. Donc, comme je l'ai dit avant, que le mode de vie n'est pas adapté, la nutrition n'est pas adaptée, l'entraînement n'est pas adapté. Bref, c'est un régime qui est non contrôlé. Et il y a beaucoup de régimes qui se basent là-dessus, hein. Les régimes rapides, etc. Les fameux régimes 8-12 semaines, même moins, 4 semaines et compagnie, où vous perdez énormément d'un coup, et au final, il n'y a rien d'équilibré en fait. Ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire, à la fois aussi les entraînements qui sont adaptés, tout ça. Ça, c'est le risque sur ce type de régime très rapide. Voilà, ça c'est vraiment la situation qu'on va essayer d'éviter, c'est de voir votre balance descendre et qu'à côté vous perdiez pas de gras. Toutefois, il y a quand même plein d'éléments qui vont impacter ce qui va se passer sur la balance. Et c'est surtout là-dessus que je voulais appuyer ce podcast, c'est sur les éléments qui vont faire que votre balance ne va pas vous satisfaire tous les jours, hein. Et l'idéal, c'est de se peser tous les jours. Pourquoi? Parce que ça va vous offrir plus de données et ça va vous permettre d'évaluer votre tendance d'évolution, d'accord, de savoir où vous allez, de construire une moyenne. Alors que si vous pesez 2 fois par semaine et que c'est les mauvais fois de la semaine, un jour c'est le lendemain d'une pizza et un autre jour c'est un jour de règle. Vous êtes tombé sur les mauvais jours, vous allez vous dire putain, j'ai pris 1 kilo depuis la semaine dernière. Vous avez pris des mauvais jours, vous êtes tombé sur les mauvais jours et c'est normal que vous soyez frustré. Par contre, si vous aviez pris toutes vos données en considération, aujourd'hui, votre avis ne serait peut-être pas le même, parce que vous pourriez très bien voir qu'il y a d'autres jours où vous étiez très bas. Et à l'inverse, ça peut arriver aussi que, je sais pas, vous voulez prendre du muscle, et vous vous pesez que 2 fois par semaine, vous êtes tombé sur les jours où vous n'avez pas de rétention d'eau, vous n'avez pas de stress, là, vous avez fait très bien vos besoins, vous êtes léger sur la balance ces 2 jours-là, et vous vous dites « Ah, mon poids, il progresse toujours pas, je prends pas de muscle. Bon, allez, je vais encore monter les calories. » Et hop, semaine suivante, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris 1 kilo, vous comprenez pas, et rebelote. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est des schémas, je rigole un petit peu à moitié, mais ça arrive souvent, hein. C'est des choses que je vois vraiment assez régulièrement, qu'on me dise « Oui, alors du coup, j'ai remodifié mes calories. » Il y a plein de gens qui font ça, et qui modifient leurs calories toutes les semaines, tout le temps. Passez votre temps à changer vos calories. Oh, pose-toi 2 secondes, mon garçon. Récupère. Ok, c'est bon, maintenant, réfléchis bien, prends tes mesures correctement, tout va bien se passer. Parce qu'il se passe plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui vont impacter votre poids à la montée, comme à la descente. Il y a, par exemple, les variations des stocks de glycogène. Il va y avoir, est-ce que vous êtes sur une période de règle? Est-ce que vous êtes sur une période plus tranquille? Est-ce que vous êtes sur une période de stress? Est-ce que vous êtes stressé? Ça va vous faire augmenter votre rétention d'eau, ça va vous faire monter votre poids. Est-ce que vous êtes en période où vous dormez mal? Vous dormez mal, vous récupérez mal. Il faut savoir que le sommeil, c'est hyper important pour la composition de vos tissus, hein. Que ça soit à la fois pour la récupération et la construction musculaire. Pendant que vous dormez, vous construisez. Mais aussi, à l'inverse, le sommeil va aussi impacter énormément une perte de graisse. Hein, on a des études assez impressionnantes sur le sujet, qui nous montrent que quelqu'un qui dort potentiellement moins bien en faisant les fameuses grasses mat du week-end et en dormant un petit peu moins la semaine, obtient 4 fois moins de résultats que quelqu'un qui aurait dormi régulièrement sur toute la semaine. C'est assez énorme. Ensuite, pour ce qui est d'autres éléments, il peut y avoir tout simplement la rétention d'eau qui va augmenter, le volume alimentaire. Est-ce que la veille, vous avez fait une salade XXL et le matin, vous n'avez pas fini de tout envoyer dans les toilettes et donc du coup, vous êtes super lourd sur la balance? Est-ce que la veille, vous avez fait un buffet à volonté ou, j'en sais rien, une pizza ou un burger bien salé et résultat, le lendemain, vous avez un petit peu plus de poids sur la balance? Toutes ces choses-là vont impacter votre balance, votre passage aux toilettes, des choses comme ça. Et ça peut effectivement frustrer, parce que si tous ces éléments-là peuvent effectivement faire varier la balance,
Tous les jours, on peut avoir une excuse. Un jour, c'est parce que je me suis régalé au McDo la veille avec ma famille. Le lendemain, c'est parce que j'ai mes règles. Le lendemain, c'est parce que j'ai mal dormi, parce que j'avais mes règles. Le lendemain, c'est parce que j'étais stressé, parce que je retourne au boulot et je sais pas, ça se passe pas très bien en ce moment. Et puis hop, le lendemain, je sais pas, je suis trop fatigué, j'ai pas pu m'entraîner. Vous voyez, toutes ces choses-là vont fluctuer et impacter votre poids. Si maintenant, vous n'avez pas un regard global avec une grande tendance, effectivement, si vous n'avez pas un regard général, bah ça va vous stresser, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est si difficile au final. C'est difficile de bien gérer son évolution de poids parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on peut se sentir submergé. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on n'utilise plus la balance et du coup on écarte le problème comme ça? Bon, si vous êtes ici sur Next Physique, c'est parce que sur ce podcast, sur cette émission, j'essaye de vous amener vers les meilleurs résultats possibles avec le moins de frustration possible. Ok? Donc, aujourd'hui, est-ce que je suis pour ou contre la balance? Est-ce qu'il faut retirer la balance? Moi j'ai envie de dire, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas si ça vous fait péter un câble? Si ça vous fait encore plus stresser, ça vous fait mal gérer vos journées, que vous craquez derrière, que ça vous rend vraiment mal à l'aise, et que résultat, vous avez plus envie de suivre vos objectifs, effectivement, si cette machine du diable vous rend malade, bah, c'est pas la peine de continuer. Par contre, si vous avez un regard plus neutre, que vous savez poser vos idées, vous calmer, que vous êtes capable de suivre votre évolution en prenant une tendance générale et pas le poids jour par jour. Là, c'est à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de mesure qui est pas cher, qui vous permet d'avoir au moins une évolution de tendance, donc savoir vers où va votre courbe. Est-ce que je monte bien sur ma courbe de poids? Est-ce que je descends bien? Ça vous permet de construire tout ça dans un temps qui est quand même relativement restreint. Je reviens aux mesures, par exemple, les centimètres que moi je les prends 1 à 2 fois par semaine, ça prend à peu près 5 minutes. Le poids, ça prend 1 minute, même pas. S'il faut remonter dans une pièce spéciale où il y a votre balance, c'est tout ce que ça va vous prendre. Alors que les mesures font un petit peu plus de temps d'installation. Maintenant, le poids, étant donné tous ces éléments qu'on a pu poser jusque maintenant, c'est très sympa pour construire une moyenne. Et ça, c'est super sympa, dans la mesure où tous les jours vous notez votre poids et vous obtenez une moyenne à la semaine, ou alors sur 2 semaines, sur un temps plus long. Ça vous permet de construire cette tendance et de voir vers où va votre courbe. Vous savez, les fameux graphiques, où ça monte ou ça descend. Vous pouvez le faire sur une application, ou vous pouvez le faire tout simplement à la main dans un tableur. Donc c'est un bon indicateur de progrès pour savoir si aujourd'hui votre déficit calorique ou votre surplus calorique est efficace. Ça vous permet aussi d'avoir des minima et des extrémas, ou maxima si vous voulez, construits sur une période de temps. Je m'explique. En fait, les minima extréma, c'est pas pour dire moi sur mon objectif je veux au moins prendre 3 kilos, ou moi sur mon objectif je veux au moins perdre 6 kilos. Ça pour moi c'est des mauvais objectifs. Dire je veux perdre tant, ou je veux prendre tant, ça ne vous amène pas à une situation idéale, parce que vous êtes beaucoup trop régi à des fluctuations de masse musculaire, et d'éléments qui vont impacter votre évolution. Ne visez pas un poids, mais visez plutôt un pourcentage de masse graisseuse, un visuel idéal, plutôt qu'un poids. D'accord? Parce que le problème de l'objectif chiffré, c'est que une fois que vous y êtes, si vous n'êtes pas satisfait, vous faites quoi maintenant? Vous vous dites « Ah, encore 1 kilo » ou du coup, c'est nul en fait. Moi, je voulais pas ça. » Vous allez être frustré. Ça amène, vraiment en tant que professionnel et d'expérience, se donner un objectif chiffré, c'est jamais une bonne chose. En tout cas, chiffré en termes de poids. Et ça va pas vous pousser à aller plus loin ou au mieux que ce que vous pouvez. Le minima extrema ici que je voulais mettre en lumière, c'est plutôt de dire, moi, chaque semaine, j'aimerais perdre au moins tant. J'aimerais perdre autant de poids chaque semaine. Même si je sais que je prends du muscle cette semaine et que je devrais pas perdre trop de poids, j'aimerais au moins perdre 100-200 grammes par semaine. Je m'entraîne bien, je fais un bon renforcement musculaire, j'ai une surcharge progressive. Normalement, je dois prendre du muscle en perdant du gras. Donc, 100-200 grammes par semaine, c'est très bien. Ah, moi, je veux prendre du muscle, et si je prends du gras, c'est pas grave. Mais pas trop quand même, parce que j'aimerais pas devenir un gros boudin.
Bon bah, en termes de poids, j'aimerais prendre 200 à 400 grammes par semaine. Et ça vous permet du coup de vous mettre des barrières, et avec la moyenne de votre semaine, de voir si vous êtes à peu près dedans ou pas. En soi, ça ne va pas vous donner des résultats exacts et de dire, voilà, c'est pile poil ça, donc il faut faire ça. Mais ça va vous permettre de construire des tendances et de vous dire, tiens, au bout de cette semaine, j'ai pris 300 grammes, c'est dans la fourchette, il n'y a pas de souci, ça veut dire que tout se passe bien. Ah non, par contre, là en ce moment, j'ai construit mon maxima. Je voulais prendre entre 200 et 400 grammes par semaine. La semaine dernière, j'ai progressé de 450 grammes. Je me suis dit 450, ça va encore. Ah, et la semaine suivante, j'ai pris 600 grammes. Au final, ça va peut-être un petit peu trop vite. Est-ce que visuellement, j'ai pas pris du gras? Ah, peut-être un peu quand même. Bon, bah là, du coup, je vais réduire un petit peu mon surplus calorique. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça vous permet de vous mettre des petites barrières et vous dire si vous êtes dans les temps ou pas. Et d'un autre côté, ça vous permet aussi de le faire pour une perte de graisse. Là, j'ai donné l'exemple d'une prise de muscle, prise de masse. Mais ça permet aussi de le faire dans le sens inverse avec une perte de graisse où vous vous dites, moi, je veux perdre au moins 100-200 grammes par semaine. Vous savez que vous prenez du muscle en même temps que vous entraînez bien. La première semaine, vous faites, ah, j'ai perdu que 100 grammes. Bon, ça va, c'est quand même dans la fourchette. Et la deuxième semaine, vous n'avez rien perdu. Là, vous faites, ah, bon, moi je voulais quand même un petit peu perdre, même si je prends du muscle, ouais, ça va pas assez vite. Allez, j'augmente mon déficit calorique. Vous voyez où je veux en venir? Ça va vous permettre de mettre des petites barrières d'évolution. Ça va pas être en soi la révolution, et ça va pas complètement pallier le problème, mais ça vous permet de vous dire si tout se passe bien ou pas sur votre objectif actuel. Maintenant, est-ce que du coup on peut pas regarder d'autres méthodes, si le poids ça fonctionne pas pour vous, ou si le poids du coup, comme je viens de le dire, n'est pas l'indicateur absolu. Ce qui est sympa déjà de base, c'est d'avoir un panel de mesures. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous permettre de poser de la double question. Par exemple, juste avant, je vous ai donné les exemples de perte de graisse et de prise de muscle, de masse, et nos individus avaient tout simplement des questionnements sur est-ce qu'ils étaient vraiment en train de prendre du muscle en même temps ou pas. Par exemple, le gars qui a bloqué sur sa semaine en cours, il a perdu 100 grammes la première semaine, la deuxième semaine, il s'est rien passé, il se pose la question s'il prend vraiment beaucoup de muscle. Et s'il a que son poids pour juger de ça, c'est pas facile. Bon, il aura ses entraînements, parce que j'imagine que ce garçon, il prend des notes quand même. Ça peut être sympa. Mais à côté, ce qui peut être sympa, du coup, pour vérifier qu'il est exactement en train de prendre du muscle à ce moment-là, c'est par exemple d'avoir d'autres mesures, comme est-ce que visuellement ça progresse? C'est un outil de mesure, le visuel. Ou est-ce que sur ces centimètres ça mesure? Est-ce que sur ces centimètres il évolue? Ça aussi c'est un outil de mesure. Par exemple le visuel photo. Le visuel photo, vous prenez en photo, vous posez votre téléphone contre un mur, contre une bouteille, contre une tasse, et vous posez votre téléphone et vous vous prenez en photo chaque semaine, dans des conditions similaires, afin d'évaluer votre progression. Mais attention, je précise bien, il faut que les conditions soient si possible similaires. Pourquoi? Parce que si votre lumière change sur les photos, l'angle de la photo change, vous allez potentiellement prendre ou perdre du gras facilement, ou avoir l'impression, en tout cas, au visuel. Parce que si la lumière va changer, ou le contraste va changer de 5%, ça va changer votre visuel. Quelqu'un qui a plus d'ombrage sur sa photo, on va voir plus facilement ses abdos, et il va se dire « Ouah, j'ai séché de fou !» Non, pas forcément. Mais c'est ça en fait, c'est que le visuel c'est sympa, mais il faut se retrouver dans les mêmes conditions. Et c'est pareil que pour le poids, il faut se retrouver dans des conditions où vous êtes à jeun, pipi caca c'est fait, vous vous retrouvez avec si possible peu d'aléas qui sont venus perturber votre photo, et c'est pareil en soi. Vous prenez votre photo le mauvais moment de la semaine, ça peut vous frustrer. Vous prenez votre photo le jour de règle, le lendemain, ça peut vous frustrer. Vous prenez votre photo le lendemain d'un buffet à volonté, ça va être décevant. Donc en soi, il y a les conditions de la photo à prendre en compte. Il ne faut pas oublier que s'estimer soi-même, c'est très difficile. Déjà, les gens ont vraiment du mal à estimer, ils s'imaginent toujours souvent quand même beaucoup plus secs que ce qu'ils ne le sont en réalité. Je sais pas, je donne un exemple, souvent j'ai des personnes qui me disent
ou surtout des femmes, ça me fait rire, parce que les femmes ont une mauvaise conception de la masse graisseuse, parce qu'en fait, on a souvent tendance à leur apprendre elles sont sur la même échelle que les hommes. Ce qui n'est pas tout le cas, parce que les femmes ont naturellement besoin de plus de graisse, et elles ont plus de graisse que nous, hein, parce qu'elles ont des zones qui sont, qui prennent du stockage, et qui sont naturellement graisseuses, ce qui fait qu'on a toujours à peu près presque 10% de différence de masse graisseuse, d'accord? Donc déjà, entre un homme et une femme, on ne devrait pas se retrouver sur la même échelle de comparaison. Et il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant de ça. Et qui peuvent, par exemple, me dire, à l'entrée sur un coaching, je fais 7% de masse graisseuse. Alors, ma grande, si tu fais 7% de masse graisseuse, tu serais dans une tombe au prochain cimetière de ta ville. Impossible qu'une femme soit à ce pourcentage de masse graisseuse-là. Au meilleur cas, ça sera du 14-15%, et encore 14-15% de masse graisseuse, tu seras vraiment dans une sale situation anorexique, ça sera vraiment une très mauvaise condition. Donc il y a ce fait-là, il y a le fait que le pourcentage de masse graisseuse, de manière générale, il est mal estimé, c'est très difficile à estimer, et souvent on me demande, franchement c'est souvent, quasiment toutes les semaines en story, on me demande comment estimer le pourcentage de masse graisseuse. En réalité, vous pouvez pas. Il y a que des professionnels comme nous qui puissions le faire, ou avec un scan professionnel, donc ce qu'on appelle un DEXA scan, DXA. C'est un scan évolué, mais ça coûte au moins 80 € à 120 € dans des grandes villes. Et là, ça va vraiment vous donner de manière exacte votre pourcentage de masse graisseuse. Les balances connectées, les conneries du genre, vous oubliez. Parce que la balance connectée, elle n'est pas capable de savoir vos quantités, votre quantité de muscle, la masse maigre exacte, la masse musculaire. Elle peut vous peser, mais un scan complet sera le seul moyen d'avoir une mesure relativement correcte et précise de votre masse musculaire. Comment une balance où vous mettiez dessus, ça pourrait savoir exactement combien vous ayez de muscles sur votre trapèze et compagnie. Bon, ça va le savoir globalement, mais ça sera peu précis. Donc pour estimer vraiment votre pourcentage de masse graisseuse, au visuel, ça va être compliqué. Vous allez pouvoir par contre voir et savoir comment évolue votre zone de stockage. Les zones de stockage, c'est là où vous allez vous retrouver avec pas mal de graisse. D'accord? Donc moi, mon exemple, personnellement, mes zones de stockage, c'est les hanches, le bas du dos, et surtout, bien au-dessus de ça, pour moi, ça va être surtout les fessiers et les cuisses. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon exemple, c'est les zones que je vais vraiment regarder pour savoir comment j'évolue. Mes hanches, mes fessiers et mon tour de cuisse. Je stocke entre les jambes, perso. J'ai les petites bouées à l'intérieur des cuisses. Je sais pas vous, mais vous avez tous des zones qui sont différentes. On a tous nos zones. Moi, je stocke pas comme un homme conventionnel, mais en général, les hommes stockent plutôt sur les abdos. Bon, perso, mes abdos, on les verra même quand je suis un peu gras. Par contre, mes cuisses, elles sont vraiment très grosses. Et donc, ces zones de stockage, vous allez pouvoir quand même estimer au visuel comment elles évoluent. Notamment, si vous avez une grande perte de graisse à faire, que vous avez une grande perte de poids à faire, vous allez pouvoir effectivement évaluer l'évolution de ces zones-là à partir de vos vêtements aussi. D'accord? De vous dire, ouais, je rentre plus dans ce vêtement, ce legging, il baille, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les voir évoluer, mais que dans ce type d'objectif-là, vous avez un grand changement à faire, tout simplement parce que il y a tellement de changements à mettre en place que vous pouvez voir l'évolution à votre ceinture, etc. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une grande évolution à faire comme ça, avec des variations de plus de 10 kg, etc., il pourra pas le faire, en tout cas pas rapidement. Si par exemple il veut prendre 10 kg de muscle, ça va lui prendre des mois, voire années. Et donc du coup, s'il se mesure que comme ça, si vous vous mesurez que comme ça va être peu précis, et pas souvent vous allez pouvoir évaluer votre progression. Donc en soi, malgré tout, la photo reste confrontée au même problème que les mesures de poids. C'est pareil, si la veille vous avez mangé trop salé, vous étiez trop stressé, etc., bah, la photo elle rendra pas super non plus. Donc on fait quoi? Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les centimètres de mesure. Les centimètres de mesure que je vous ai donné tout à l'heure pour mon cas, c'est quelque chose que je fais en complément du poids et de la photo.
et ça va vous permettre de vous mesurer globalement. Mais attention, se mesurer globalement, ça veut dire aussi prendre en compte les os, la masse maigre, la masse musculaire, l'eau, voilà. Quand vous prenez en centimètres des tours de zone, comme le tour d'épaule, ou le tour de pec, ou le tour de taille, ou le tour de hanche, bah vous prenez tout, hein. Vous prenez toutes ces zones-là. Donc c'est pareil, on est toujours confronté, malgré tout, sur n'importe quel type de mesure, aux variations du corps. Et notamment sur certaines zones. Par exemple, la taille, donc le centimètre de tour de taille, c'est effectivement une mesure qui va quand même pas mal varier, par exemple en fonction du volume alimentaire. Vous n'avez pas fini de digérer ce que vous avez mangé la veille, vous avez fait un buffet à volonté, vous avez mangé en volume alimentaire, le lendemain, votre tour de taille il va être assez conséquent. Donc en soi, les centimètres de mesure, c'est très sympa pour effectivement avoir une tendance globale de vos zones de stockage, pour voir comment évoluent vos zones de stockage, mais aussi pour savoir comment évoluent vos groupes musculaires. Il y a des endroits qui, chez certaines personnes, ne stockent pas beaucoup, et qui peuvent faire partie de vos objectifs. Par exemple, il y a plein de gens, ils stockent pas beaucoup de graisse sur les bras, et ils veulent prendre du tour de bras. Eh bien, c'est du coup très intéressant de prendre en centimètres le tour de bras, en contractant le biceps, et du coup de savoir comment évolue le biceps. Ou les triceps aussi, par conséquent. Moi personnellement, j'ai peu de gras sur mon bras, et du coup c'est relativement pertinent de le prendre en mesure. Ça va me permettre de voir ma tendance. Mais c'est pareil pour les mollets, ou voilà d'autres groupes musculaires qui peuvent vous intéresser. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez ces zones-là, vous prenez aussi l'évolution de graisse, parce que les zones stockent tout, hein. On ne choisit pas où on va stocker nos graisses. Mais ça va vous permettre quand même de voir cette évolution-là, et ça va vous permettre de compléter justement le panel global, donc mesure, la photo et le poids. Si vous voulez vraiment être carré sur votre évolution, ah bah c'est quand même super bien d'avoir les trois, hein. Moi c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande, c'est les mesures au moins une fois par semaine, donc vous prenez vos centimètres au moins une fois par semaine, les photos une fois par semaine, et le poids si possible tous les jours pour avoir la tendance, et là vous êtes très bien. Si vous voulez même être plus carré, deux fois par semaine prendre ces mesures, c'est même plus intéressant, parce que ça va vous permettre de les prendre à deux moments différents, où vous n'avez pas les mêmes entraînements qui ont pu être en place. Par exemple, vous prenez vos mesures le lendemain d'un leg day, le lendemain d'un jour de jambes. Vos jambes vont être normalement plus pumpées, d'accord ? Il y aura plus de rétention, il y aura plus de centimètres sur vos cuisses, sur vos fessiers, etc. Et vous les prenez 3 jours après, le lendemain d'un upper, vous avez fait le haut du corps, et vos jambes seront beaucoup plus réduites en termes de taille de centimètres. Et donc là, du coup, c'est plus pertinent de faire une double mesure, déjà pour éviter les problèmes précédents, parce que si vous faites une double mesure, si vous avez des variations liées au stress, etc., et bien du coup ça va permettre de lisser les choses, comme avec le poids, et ça va vous permettre aussi de le faire en fonction des jours de semaine, et des entraînements qui peuvent être différents. Mais là, bon, on est d'accord, les centimètres, ça prend 5 minutes à prendre en mesure, on est vraiment dans un cadre beaucoup plus précis, et c'est quelque chose que même moi en coaching, je recommande pas vraiment souvent, parce que ça va vous stresser, ça va vous prendre du temps. Mais si vous avez vraiment des objectifs plus précis, comme moi plus particulièrement ou Maxime, on a envie de faire de la scène plus tard. J'en reparle, mais ça reste un petit peu dans l'idée, hein. Je l'ai quand même à travers la gorge, j'espère bien faire au moins une scène dans ma vie. Et prendre ces mesures 2 fois par semaine, ça devient plus pertinent. Parce qu'il y a de la compétition derrière. Mais s'il n'y a pas de compétition, 1 fois par semaine, c'est très bien. Voilà, l'idée c'est d'avoir toujours les bonnes conditions aussi, pareil, pour prendre ces mesures. Donc l'idéal c'est de faire tout d'enchaîner, hein. Vous êtes à jeun, vous avez tout fait le matin, vous êtes tranquille, et ben c'est parti, vous faites votre poids, vous faites vos mesures, vous faites vos photos. Donc les mesures, c'est pas après le petit déjeuner. Voilà. et donc voilà, ça va vous permettre de surveiller vos zones de stockage et les groupes musculaires. Donc en soi, est-ce que vous aviez une bonne compréhension ou pas de la balance ? Ben en fait, il y a d'autres choses à prendre en compte derrière, il n'y a pas que la balance. C'est vrai que la balance, il y a des choses à savoir, comment elle évolue, comment elle peut évoluer, donc comme je vous ai expliqué, en fonction de votre graisse et de vos muscles. Et c'est souvent quelque chose qui est oublié, c'est que la balance, ce n'est pas que de l'évolution
de graisse, mais c'est aussi de l'évolution de muscles. Ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important de ce podcast qui a été expliqué au départ, mais c'est vraiment ce qui détermine les évolutions sur la balance dans notre mode de vie. Parce que nous, on va s'entraîner en renforcement musculaire, on va s'entraîner peut-être pas sur les mêmes activités ou sur la même intensité, mais étant donné qu'on est sportif, nous, on est sujet vraiment à ces éléments-là, de savoir comment évolue notre masse musculaire, comment évoluent nos muscles, et comment évolue notre graisse. Mais que ça marche en musculation ou en vélo ou en autre chose. Hein. Si vous voulez bien savoir comment l'analyser, il faut comprendre que le poids, ce n'est pas que de la perte de graisse ou de la prise de graisse, c'est aussi savoir prendre en compte ses muscles. Bon, évidemment, il y a aussi de l'eau, etc. Et ça, justement, ce sont les phénomènes qui vont venir faire potentiellement donner des grosses variations sur la semaine. Mais ce qui permet de définir la tendance, c'est effectivement muscle et graisse. Ce rapport muscle-graisse reste la priorité à regarder par rapport à tout ce qui est mesure à côté. Et voilà les athlètes, on était sur un épisode explicatif une nouvelle fois, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et me laisser une note sur le podcast, me mettre un pouce bleu si c'est sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous, pareil pour les autres chaînes. Et merci à tous ceux qui laissent des notes ou un commentaire, parce qu'on est peu, et quelqu'un qui laisse une note, un commentaire, ça m'aide énormément. Merci beaucoup, vous m'envoyez souvent des messages privés, ceux qui sont sur Spotify, sur Insta, pour me dire si l'épisode vous a plu. C'est très sympa quand vous faites ça, vraiment, ça me booste, parce que je me dis que je suis pas tout seul, parce que Spotify, c'est pas facile. Vous êtes nombreux, vous êtes les 3/4 des personnes qui écoutent ce podcast, vous êtes sur Spotify. Mais le truc, c'est que Spotify, je ne vois que vos abonnements. Je ne sais pas si les épisodes vous ont plu ou pas, je vois rien d'autre. Et donc, le meilleur moyen pour moi de le savoir, c'est soit vous m'envoyez un message, ça c'est très cool. Mais le meilleur moyen, ça serait que vous alliez sur YouTube ou que vous alliez sur Apple Podcast pour me mettre une note. Juste un petit tour. Là, à la fin de l'épisode, vous y allez, vous me mettez une petite note, un petit commentaire, vous disiez c'est bien. Juste ça, vous écrivez c'est bien. Et franchement, ça me régale. Franchement, ça me régale et ça va m'aider pour le podcast. Merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut les athlètes, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Ouais, pas de souci. À la semaine prochaine. Salut les athlètes.